Le Harrier est mu par un moteur Rolls-Royce qui crache sa purée via 2 tuyères orientables situées sous l'empennage principal. Et comme ces tuyères sont orientables, le Harrier est capable de vol stationnaire et de décollage vertical. Ça y est, la vidéo elle est finite. Bah, c'est bleu de con quoi, elle a même pas encore commencé. Ah bon? Dis donc, t'es paumé toi aujourd'hui, t'as vu l'heure qu'il est? Ah ben nee, c'est obscur. Ah bah ça c'est du joli, t'as vu le sponsor du jour? Ah ben yo, c'est Holzkern que même qu'ils font des montres. Et mais... donc tu te pointes pour une sponsor pour des montres et t'es pas foutu d'en avoir une? Mais c'est pas ma faute. Quand Astronoki qui fait des sponsors pour Holzkern, c'est lui qui les garde toutes les montres. Et que moi j'aime bien les montres Holzkern, même qu'elles sont classe et que t'as l'impression d'être un président directeur général quand t'en as une. Moi si j'aurais une montre Holzkern, personne n'y croirait que je suis juste le stagiaire. L'œil, ça c'est la relationnelle astronomique métrosa Kelt. Ça, c'est la arithmétique mitnacre une cuir de crocodile bleu du Rhin. N'importe quoi. Mais même que si, y a des crocodiles dans le Rhin et même qu'ils sont bleus à cause de la pollution, c'est astronomique qui me l'a dit. L'œil, comme elle est nacrée, elle brille sous la lumière et moi j'aime bien quand ça brille. Et ça c'est la Edisto qu'elle est faite en noyer avec une feuille de peuplier dedans. Non mais alors s'il y a plein de jolies montres chez Holzkern, pourquoi t'en as pas encore prise une? On te paye quand même assez pour que tu te payes une montre, bon sang. Mais je t'ai dit parce que Astronogeek il les garde toutes pour lui. Mais je te parle pas des montres d'Astronogeek, commande-en une toi-même. Mais... Quoi? Mais je sais pas comment qu'on fait. C'est pelé, t'es con ou quoi? Mais qu'est-ce que tu dis à la fin de chaque sponsor? Il faut cliquer sur le lien qui est dans la description et utiliser le code. Bah oui. Mais moi je croyais que c'était juste un truc qu'il faut dire comme ça. Bon, allez, viens, on va voir sur le site. Vas-y, montre-moi ce que t'aimes bien. Alors, moi, j'aime bien l'astérique. Celle-là, elle marche avec le soleil. C'est comme celle de Astronogeek, sauf qu'elle est en vert. Comme ça, on peut pas les confondre. Et puis, si Astronogeek me la vole, je pourrais dire « Eh, Astronogeek, ça c'est ma montre, même que la tienne, elle est bleue. » Oui, c'est bon, ça va. Bon, celle-là, alors. Mais voilà, de moi, je vais aussi en choisir une féminisante. Celle-là, elle est jolie. Ça s'appelle la Fatima. Elle marche aussi avec le soleil. Oh, bah, né, Astronogeek, il a la même poussine libre. On va en prendre une autre. Au plat, la Gifted avec du marbre blanc et un bracelet en vase rose. C'est pelé. Ah bah si, c'est vrai, les vases roses ça existe. Même que c'est ce qui arrive quand on croise une vase Milka avec une vase blanche. Et j'imagine que c'est Astronogeek qui te l'a dit, c'est ça. Bon écoute, je vais même pas relever. Allez. Oh, Fouette Molle, on va encore regarder les bisous. Ils sont aussi faits en bois et en pierre, qu'elle. Regarde celui-là comme il est rigolo, c'est un bisou Star Trek. Il faut bien le dire, qu'elle, parce que si tu dis Star Trek, en alsacien ça veut dire le caca de l'espace. C'est pelé. Mais ça c'est des bisous pour hommes et moi je veux un bisou pour mon satzel. L'œil, ça s'est fait mettre améthyste ou une rose à Kelt. Et l'améthyste, c'est quand même un caillou qui les joli, Kelt. Oui, bon, très bien. Alors maintenant, c'est pelé, t'as plus qu'à passer ta commande. Et mais alors, ça veut dire que je peux utiliser un code pour avoir tout moins cher? Mais Pignouf, tu croyais qu'ils servaient à quoi les codes que tu donnes dans les sponsors? Mais moi, je savais pas que ça marche pour te vrai. Non mais attends, tu croyais que ça servait à quoi alors? Et ça existe, moi, quand je vais sur un site, je mets toujours un code. Quand je me connecte sur Facebook, je mets aussi un code et c'est ça met de réduction. C'est pelé, les codes de réduction, c'est un vrai truc. Et mais alors si c'est moi que je fais la réclame, ça veut dire que je peux choisir le code que j'utilise? Bah oui. Alors je décide que j'ai 1 milliard de pourcents de réduction mais de code. C'est pelé, il est vraiment beaucoup trop génial. On va plutôt rester sur une réduction de 10% avec le code CODE, hein, ton code nul de la dernière fois là. Donc si vous cliquez sur le lien dans la description et que vous utilisez le code CODE, vous avez droit à 10% de réduction sur tout le site. Bon allez c'est pas le, vas-y valide ta commande, faut que je t'explique 2-3 trucs sur les sponsors. Allez, dis au revoir aux gens. La sponsor elle est finite. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment, en 1996, un jeune Américain a tenté de se procurer un avion de chasse avec des canettes de Pepsi. Et moi, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas vouloir être plus con que la connerie elle-même, qu'il existe des façons très idiotes d'utiliser la justice et que vous pouvez vous faire extorquer de l'argent par des avocats véreux qui savent qu'ils n'ont aucune chance de vous faire gagner un procès, mais qui vont vous inciter à l'intenter quand même. T'es encore là, toi? Oui. Bon, bah ok. Nous sommes donc en 1996. À ce moment-là, Coca-Cola détient les 3/4 des parts de marché des sodas, alors que Pepsi traîne péniblement à 17%. Mais durant cette décennie, la firme décide de prendre de la place grâce à quelques promos bien placés. Elle s'associe donc à l'entreprise publicitaire BBDO de New York et cette dernière crée Pepsi Stuff, ou en français, les trucs Pepsi.
Cette campagne publicitaire était à l'époque la plus grosse jamais faite par la marque et lui a coûté près de 200 millions de dollars en com, dont 125 rien que pour la marchandise. Le concept est simple et vous avez déjà vu ça 1000 fois. En achetant des produits Pepsi, vous gagnez des points et contre un certain nombre de points, vous gagnez des trucs. Et donc édité un catalogue de 53 goodies Pepsi où on trouve principalement des fringues, mais aussi des trucs aussi divers qu'un vélo, un sac de sport, des lunettes, une chaise longue, une serviette de plage, des trucs Pepsi quoi. Et le 28 mars de cette même année arrive donc sur les télés américaines la publicité qui va foutre le bordel. Introducing the new Pepsi Stuff Catalog. Now, the more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get. Sure beats the boss. Haha, Pepsi ils disent que pour 7 millions de points, t'as un Harrier. Nous sommes aux États-Unis, le pays où les brosses à dents et les paquets de cacahuètes ont un mode d'emploi parce que des mecs ont fait un procès parce qu'ils ont gobé le sachet sans l'ouvrir ou se sont brossé les dents avec le côté où il n'y a pas de poils. Est-ce que vous voyez venir le truc? Bien sûr que vous voyez venir le truc. À Seattle, dans l'État de Washington, John Leonard, un jeune étudiant en école de commerce de 21 ans, le seul, l'unique, le véritable Jean-Michel premier degré, voit la pub à la télé et il la prend au mot. Comme beaucoup de jeunes de son âge, John trouve de l'intérêt dans les avions militaires et reconnaît donc sans difficulté dans la publicité le McDonnell Douglas AV-8B Harrier II. C'est un avion multirôle développé conjointement par les États-Unis et le Royaume-Uni dans les années 70. Par multirôle, comprenez qu'il est aussi bien utilisé pour les attaques au sol que le combat aérien. Mais ce qui en fait un avion badass, c'est ça. Le Harrier est mu par un moteur Rolls-Royce qui crache sa purée via 2 tuyères orientables situées sous l'empennage principal. Et comme ces tuyères sont orientables, le Harrier est capable de vol stationnaire et de décollage vertical. C'est le zinc de Schwarzy dans True Lies. À l'époque, le McDonnell Douglas Harrier II coûte la bagatelle de 23 millions de dollars. Oui, mais John est en école de commerce. Tous les produits Pepsi ne rapportent pas le même nombre de points. Une bouteille de 2 litres en rapporte 2, tandis qu'un pack de 12 canettes de 33 centilitres en rapporte 5. John, à l'époque, est un gros consommateur de Pepsi, pas loin de 10 canettes par jour. Entre nous, c'est énorme, même si on considère que c'est un Américain, mais ça va pas suffire. En effet, le calcul de John est donc vite fait. Pour amasser 7 millions de points, il doit acheter 16 800 000 canettes, ce qui fait, histoire de mettre ça en perspective, 46 000 canettes par jour, soit plus de 2 piscines olympiques de Pepsi. PH, ta gueule. Mais encore 2,5 milliards de calories contenues dans près de 700 tonnes de sucre. Et le tout pour un prix total d'environ 4 millions de dollars. Est-ce que vous voyez où je vais en venir ? 4 millions de dollars, ça fait beaucoup de dollars. Mais pas tant que ça si à la clé, vous obtenez un avion qui en coûte 23 millions. Mais attendez, c'est pas terminé. Il se trouve que Pepsi permettait à n'importe lequel de ses clients de se procurer les objets de son catalogue, moyennant seulement 15 points, et le reste en argent à hauteur de 10 cents par point. Or, à ce tarif-là, les 7 millions de points nécessaires ne coûtent plus que 700 000 dollars. John se met donc à éplucher quelques manuels de droit. Et il arrive à la conclusion que si Pepsi annonce un jet à 7 millions de points dans une publicité télévisée, cela constitue un engagement légal au regard du droit états-unien, et la marque devra lui livrer l'avion s'il leur fournit les points. Cependant, pas tout à fait sûr de son analyse, il va quand même consulter un avocat, qui va immédiatement refroidir ses ardeurs. En effet, légalement, il n'y a pas d'engagement de la part de Pepsi. Non, je plaisante. Au contraire, il va lui dire « Mais oui, monsieur Leonard, vous avez parfaitement raison, vous allez gagner un avion. » Et il lui pique 4 000 $ d'honoraires pour cette consultation stupide. À cette époque, John n'a évidemment pas 700 000 $, mais il bosse comme moniteur d'escalade et trouve parmi ses clients 5 mecs friqués à qui il va vendre son idée et les persuade d'investir.
Le 28 mars 1996, il envoie donc par courrier 15 points Pepsi, ainsi qu'un chèque de 708,5 $ qui couvre l'achat des points restants et les 10 $ de frais de port. Et y joint le formulaire de Pepsi Stuff dûment rempli dans lequel il réclame son arrière. Quelques semaines plus tard, John reçoit un courrier de Pepsi qui lui dit ceci. « Monsieur Leonard, l'élément que vous avez demandé ne fait pas partie de la collection Pepsi Stuff, n'étant pas inclus ni dans le catalogue ni dans les formulaires. Or, seules les marchandises présentes dans ces derniers peuvent être réclamées. Le jet arrière, présent dans la publicité Pepsi, est fantaisiste et uniquement inclus pour créer une publicité humoristique. Nous nous excusons pour la mécompréhension ou la confusion que cela a provoqué chez vous et vous joignons quelques bons de réduction. Sincèrement, Pepsi. » Le courrier était accompagné du chèque de John que Pepsi lui avait retourné, ainsi que des 10 bons de réduction. L'affaire aurait pu en rester là, et si l'avocat de John n'avait pas immédiatement répondu ceci. PepsiCo Incorporated. Votre lettre du 7 mai 1996 est totalement inacceptable. Nous avons revisionné la bande vidéo de la publicité Pepsi Stuff et celle-ci offre clairement un jet arrière pour 7 millions de points Pepsi. Notre client a donc suivi vos règles à la lettre. Ceci est une demande formelle d'honorer un engagement et de réaliser le transfert d'un jet arrière à notre client. Si nous ne recevons pas les instructions de transfert dans un délai de 10 jours ouvrés à la date de ce courrier, vous ne nous laisserez pas d'autre option que d'intenter une action en justice contre Pepsi. Sincèrement, le conseil juridique de John Leonard. Chez Pepsi, on commence à se poser des questions et on fait remonter le courrier de l'avocat de John à la BBDO, la boîte qui s'est occupée de la pub. Le boss lui répondra « Tens of millions of Americans and people around the world saw the spot, got the joke and laughed. Mr. Leonard saw the spot, hired business advisors and lawyers, and decided to take legal action. » Et donc, John intente un procès au prétexte que la publicité de Pepsi constitue une offre bien réelle et que le refus de Pepsi de l'honorer est en fait une rupture de contrat. La presse va évidemment trouver de l'intérêt dans cette affaire et celle-ci va faire le tour des médias. I think he should get the jet. If he drank that much Pepsi, then he probably should. Maybe he is goofy, but I mean, they are making those claims, and if they can't back them up, then they shouldn't be putting them on air. Un publicitaire dira même que, rien que pour l'idée géniale d'avoir tenté d'obtenir l'avion, Pepsi devrait lui offrir un tour en arrière et en faire une pub. Gagnant-gagnant. Sauf que John Leonard ne veut pas faire un tour en avion. Il veut l'avion. Et évidemment, Pepsi ne veut pas et ne peut pas lui enfiler un. D'ailleurs, cette affaire commence à elle seule à leur faire un max de pub. Le groupe des boissons Pepsi répond donc par une contre-attaque où l'entreprise demande le remboursement de 88 162 $ de frais de justice et que la demande de John soit reconnue comme futile. L'affaire traînera ainsi 3 ans jusqu'à finir devant le juge Kimbawood de la Cour du district sud de New York. Celui-ci va avoir la rude tâche de déterminer en définitive si la publicité de Pepsi constitue ou pas un engagement pour la marque. Et le 5 août 1999, celui-ci statue en faveur de Pepsi sur la base de 3 arguments qui auraient pu être prévisibles pour les avocats de John Leonard. D'abord, aux États-Unis, les publicités ne sont pas considérées comme des engagements contractuels. Vous savez, un peu comme quand vous voyez une pub pour un produit nettoyant qui retire des kilomètres de gras sur un passage d'éponge, alors que dans la vraie vie, vous devez frotter pendant un quart d'heure pour arriver au même résultat. Bon, eh bien, le nettoyage miracle de la pub n'est pas un engagement pour la marque à ce que son produit fonctionne réellement comme ça non plus. De même que proposer un produit à la vente n'engage pas le vendeur tant qu'aucune transaction n'a encore été engagée aux États-Unis. En gros, si une publicité vous propose une nouvelle télé, mais qu'elle est en rupture de stock dans le magasin, eh bien le vendeur n'a pas l'obligation de vous en trouver une quand on est aux États-Unis. Or, Pepsi n'a engagé aucune transaction en renvoyant son chèque à John. La tentative de ses avocats de faire passer leur refus pour une fraude ne tient donc pas la route. Ensuite, le juge a estimé que la blague de la publicité était évidente. En effet, aucune personne raisonnable ne serait arrivée à la conclusion qu'une entreprise de vente de boissons puisse vendre un appareil militaire dans une offre promotionnelle.
Et pour finir, aux États-Unis, la loi dit que pour toute transaction de plus de 500 $, vendeurs et acheteurs doivent signer un contrat écrit. Or, comme vous vous en doutez, Pepsi n'a signé aucun contrat l'engageant à vendre un jet Harrier. Le juge ajoutera que le personnage du lycéen dans la publicité est un pilote hautement improbable à qui on ne confierait même pas les clés de la voiture de ses parents. Mais l'affaire a même fait dire au porte-parole du ministère de la Défense que le Harrier 2 est un appareil militaire. En tant que tel, il ne peut pas être vendu à un civil. Évidemment, du matériel démilitarisé finit parfois dans le marché civil, mais compte tenu de la nature même de cet avion, le démilitarisé voudrait dire en retirer certaines technologies protégées par l'armée, ce qui le rendrait purement et simplement inapte au vol. Mais quand bien même, un tel appareil coûte des millions rien qu'en fuel et en entretien. John n'ayant ni la licence de vol nécessaire, ni les moyens de l'entretenir, pas même un hangar où le stocker, même à bon prix, cet avion n'aurait pas été une affaire car le matériel militaire américain ne peut pas non plus être revendu n'importe comment ou à n'importe qui pour des raisons évidentes de sécurité nationale. En outre, il ajouta qu'il est bien évidemment interdit de piloter ce genre d'engin dans une zone résidentielle comme dans la pub et qu'aucun lycée ne dispose de site d'atterrissage. John Leonard persistera tout de même en appel en 2000, mais bien évidemment sans plus de résultats. À la suite de cette affaire, Pepsi changera juste légèrement sa publicité. Le coût de l'avion passera de 7 à 700 millions de points et une brève mention apparaîtra à la fin de la pub disant que c'est juste une blague. Après cette affaire, John Leonard déménagera en Alaska où il deviendra ranger dans le Denali National Park. Donc, quelle est la morale de cette histoire ? Méfiez-vous de Jean-Michel premier degré ? Ou plutôt, méfiez-vous des gens qui sont prêts à vous conforter dans vos idées farfelues, surtout s'ils ont un bénéfice à en tirer à vos dépens. Alors, continuez de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek. À la revoyure. Il y a Tricotine qui est là, elle n'a pas voulu participer au tournage. La différence par rapport à un certain tas, c'est qu'elle n'a fait pas pipi partout. Bon, je redeviens sérieux. J'arrive pas à faire claquer mes mains. Ah si, ça allait à peu près ce coup-ci. Du joli fait, j'arriverai à le faire claquer plus vite. Tu montes pas ça en bêtisier. Hein. Je suis mort de rire avec mes conneries, je suis sûr que toi aussi. Bon.